21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi 6 novembre 2023 pour une super production de votre programme Ouro Africa. Ouro Africa ne va pas décoller de ce pays. Nous allons rester justement pour évoquer cette date du 6 novembre 2023 avec pour fait majeur cet anniversaire d'une formation politique qui se célèbre ou alors d'un renouveau qui se célèbre ce jour. Nous parlons bien évidemment du 6 novembre 82 qui est la date d'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Nous allons abondamment épiloguer sur la question ce soir. Nous allons le faire avec des filigranes adossés à des parallèles qui vont nous amener un peu de décentralisation, mais qui vont surtout porter les regards sur l'après Paul Biya. Est-ce que la formation politique qui soutient son idéologie serait prête à accepter et à pouvoir subsister après le départ du président? C'est la question qui va irriguer notre réflexion de ce soir. Et pour ce faire, nous avons convié sur cette table de réflexion des éminentes personnalités avec lesquelles justement on va échanger sur la thématique principale. Mesdames, Messieurs, vous en avez l'habitude, nous allons prendre la traditionnelle respiration avant bien évidemment de revenir en plateau ce soir pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner dans nos échanges. A tout de suite. Tour sur le plateau de Ouro Africa pour cette autre odyssée qui nous amène vers les travées du 6 novembre 41 ans. 41 ans que le président Paul Biya épouse et assume la destinée du Cameroun. Nous allons le faire sur ce plateau avec des éminentes personnalités, je l'ai dit. Et pour débuter la phase dédiée aux présentations, je m'en vais tout de suite me tourner vers ma droite avec un maire pas comme les autres puisqu'il est un peu le super maire. Il préside aux communes et villes unies du Cameroun. Monsieur le maire Augustin Tamba, il parle aussi pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 et parmi nous. Je vais lui dire bonsoir, mais surtout bienvenue. Oui, bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Monsieur le maire, vous allez bien? Très bien. Et la commune de Yaoundé 7? La commune de Yaoundé 7 se porte bien, on se travaille, on essaie de la développer. Vous savez, Yaoundé se trouve dans la turbulence en ce moment. Oui. On est victime des critiques les plus acerbes. Mais de toute façon, nous sommes en train de nous organiser. Les populations ont raison. Oui. Mais il s'agit également de structurer les choses, de les planifier et de trouver les moyens de notre politique. Vous préférez penser que les populations ont raison ou alors que les politiques en charge de prévoir ces manquements ont tort? Non, j'ai dit que les populations ont raison de se plaindre. Oui. Parce que ça va mal, ça ne circule pas dans les rues de la capitale. Il faut le dire. C'est un constat. Je suis d'abord citoyen de Yaoundé avant d'être maire de Yaoundé 7. Donc nous sommes en train de trouver, d'adresser les problèmes et de trouver les moyens pour pouvoir essayer de résoudre ces affaires. Je voudrais dire par contre que au départ, au-delà des moyens, c'est un problème de dialogue, parce que nous n'avons pas suffisamment communiqué entre nous les maires. C'est vrai que les maires d'arrondissement communiquent entre elles, mais il y a un déficit de communication entre les maires d'arrondissement et la mairie de la ville. Il y a également un déficit de communication entre le ministère en charge des problèmes d'urbanisation et les maires de la capitale. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en ordre. Nous devons rencontrer Madame le ministre la semaine prochaine pour mieux adresser les problèmes qui se posent dans la ville de Yaoundé et pour essayer de les recenser, de poser le bon diagnostic et de procéder à la budgétisation et à la programmation et la planification. C'est ce que nous allons faire. Ce qui n'est pas dans les corps de Madame le ministre, nous allons peut-être l'adresser plus haut. Merci. Pour que les moyens complémentaires soient libérés. Merci, monsieur le maire, de vous inquiéter pour l'état de la ville de Yaoundé qui véritablement laisse pour l'instant à désirer. Nous évoquerons ces aspects un peu plus tard lors de nos échanges qui pourront s'irriguer vers la décentralisation, comment elle a été pensée par le renouveau et comment elle s'exprime même dans la ville de Yaoundé. Merci encore une fois d'être présent en ces lieux. À ma gauche, je m'en vais tout de suite accueillir un éminent homme politique
de notre pays, candidat à l'élection présidentielle. Il porte la parole, mais surtout le destin des libérateurs, pas sur ce plateau, mais sur l'espace politique camerounais. Il est aussi universitaire de premier plan. Le professeur Olivier Billet nous fait l'honneur, mais surtout le prestige de sa présence ce soir. Professeur, bienvenue. Merci à vous Stéphane Barga, c'est un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau ce soir. Je voudrais que vous me permettiez de dire bonsoir également à mes copanélistes. Et donc, en espérant que nous allons avoir des échanges fructueux ce soir pour le bien du Cameroun. Merci, professeur Olivier Billet, pour votre présence. On pourra épiloguer sur l'actualité des libérateurs lors du déroulé de nos échanges. Merci à vous d'être présent en ces lieux. Merci. À mon extrême droite, je m'en vais me tourner vers un autre élu local. Lui, il préside aux destinées de la commune de Ngoumou. Monsieur le maire Jean-Baptiste Atemengue aussi est présent parmi nous ce soir. Nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci de m'accueillir ici en cette date si symbolique, le 6 novembre, et je souhaite de bonnes réjouissances après des réflexions et la remobilisation de tous les militants du RDPC, particulièrement ceux de la section Mofokono-Ouest que je viens de laisser pour rejoindre et répondre à votre invitation. Tout s'est bien passé là-bas, comme je pense dans tout le département, la Meufouakono, pour célébrer cette date symbolique. Vous, du côté de Ngoumou, vous n'avez pas les mêmes problèmes que nous à Yaoundé. Ces routes déliquescentes, ces inondations en pleine cité capitale, en plein poste central, ces éboulements, vous n'avez pas ces problèmes? Bon, on a les mêmes problèmes, hein. C'est pas parce que on pose les problèmes de Yaoundé. Oui. J'étais à Douala il y a un mois, il y a les mêmes problèmes. À Bertois, peut-être que... Professeur Billet, les récents projets financés par la coopération française ont certes amélioré la voirie à Bertois. Oui. Mais moi, en Ngoumou, je n'ai même pas encore eu une voirie de ce nom. Donc je suis toujours en quête du démarrage d'une vraie... des travaux d'une vraie voirie urbaine, d'une vraie voirie d'un chef-lieu de département. Vous savez, Ngoumou, c'est l'un des derniers départements que le chef de l'État, dans la réorganisation de l'administration, a créé. Oui. Et donc, nous nous battons pour rattraper les vieux chefs-lieux de département que nous admirons avec leur voirie. Mais en Ngoumou, ça commence quand même. Merci, monsieur le maire. Que le ministre de la Ville nous écoutera aussi. Certainement, il vous écoute. Et nous adresserons aussi, comme nos collègues, Yaoundé, nos sollicitations. Il vous écoute certainement, très certainement même, monsieur le maire. Merci d'avoir laissé la ville de Ngoumou pour répondre à l'invitation de la grosse équipe de production qui accompagne cette super production sur Info TV. Je termine les présentations avec un autre visage connu et même reconnu de l'espace médiatique camerounais. C'est un universitaire de premier plan. C'est une personnalité politique aussi qui inscrit à son agenda une longue vie politique. Avec cette personnalité-là, nous allons justement revenir sur des aspects majeurs de l'avenir du Cameroun et aussi en filigrane interroger le bilan du renouveau que nous essaierons de faire sur ce plateau. Le professeur Pascal Charlemagne Nyamding est parmi nous ce soir et nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci. Merci pour cette invitation. En ce moment de commémoration. Vous savez, la commémoration est un moment de réflexion, un moment de méditation. Lorsque nous savons que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans et qu'il a donné ce qu'il pouvait donner. Et lorsqu'on connaît aussi l'enthousiasme qui a apporté et qui a accompagné le président Paul Biya lors de son accession au pouvoir, et lorsqu'on sait aussi que dans l'histoire de l'Afrique, c'est pas tous les jours qu'un chef d'État, en l'instar du président Amadou Ahidjo, qui a démissionné un 4 novembre 1982, je vous assure, m'inviter sur un plateau comme celui-ci,
à l'effet de réfléchir et de voir comment est-ce que 40 ans après le Cameroun se porte. Je vous assure, Monsieur Mbarga, c'est un honneur. L'honneur est partagé, cher professeur Pascal Charlemagne Sanganyamding. On va tout de suite commencer avec les principales personnalités sur le plateau. Alors, monsieur le maire, nous sommes 41 ans plus tard. Nous avons le président Paul Biya qui est aux affaires, qui tient le bateau Cameroun. Pour vous, quelle est la symbolique qui se cache derrière cette célébration du 6 novembre 2023, aujourd'hui que nous sommes? Il y a des maires sur ce plateau, je suppose. Monsieur le maire Augustin Tamba. Merci. Président des communes et villes unies du Cameroun. Merci Là, à vous. je propose que vous m'interpelliez à nouveau, parce Oui. que Alors, j'ai d'abord cru que vous parliez, vous adressiez à mon collègue à côté. Monsieur le maire, Augustin Tamba, je m'adresse à vous et je vous demande avec beaucoup d'emphase quelle est la symbolique que vous mettez dans le construit et dans la célébration de ce 6 novembre 2023, alors que l'on sait que ça fait exactement 41 ans que le président Paul Biya préside aux destinées de la République Cameroun. Oui, mais je dis, c'est un classico que nous avons joué aujourd'hui. Nous célébrons chaque année la session du président Biya au pouvoir. Nous célébrons chaque année la capitalisation et les acquis du RDPC qui est au pouvoir. Oui. Il faudrait le dire. Avec ceci de particulier, c'est qu'on s'avance de plus en plus vers une élection présidentielle. Donc, et c'est également une occasion de remobilisation, Oui. de redynamisation de la base. C'est pour ça d'ailleurs, si vous avez bien suivi l'actualité, on n'a pas voulu concentrer les manifestations dans les chefs-lieux des départements comme d'habitude. Oui. On a voulu déconcentrer et que dans chaque arrondissement où se trouvent les chefs d'unité politique, c'est-à-dire les sections, que les manifestations se retrouvent à ce niveau. C'est pour ça que vous constaterez que le RDPC est une machine infernale et très dangereuse. Quand elle se met en mouvement, elle écrase tout sur son passage. Mais au-delà de ce mouvement que nous mettons en place pour les échéances à venir, il y a un bilan à défendre. Oui. Et je pense que ce bilan est élogieux. Peut-être qu'on va revenir dessus tout à l'heure, mais je préfère déjà dire que nous sommes fiers de notre bilan, que nous mettons toujours... Vous êtes fier de votre bilan, monsieur le maire. Je reste avec vous une minute encore simplement. Mais au-delà de l'habitude, de la coutume que vous avez à célébrer ce 6 novembre, est-ce que vous percevez à date qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a un besoin, qu'il y a un désir, qu'il y a une sollicitation des populations qui peut-être s'interroge sur la destinée et l'avenir de notre pays, le Cameroun? Alors, je dirais plutôt que le plus grand espoir aujourd'hui, c'est la décentralisation. Donc la population porte un grand espoir à la décentralisation et je voudrais également rappeler que c'est la plus grande réforme institutionnelle que le président de la République a portée depuis son accession au pouvoir. C'est un vaste chantier qui est en mouvement. Il y a des choses à faire. On a déjà parcouru le chemin. Mais il faut plutôt accélérer. Il faut accélérer parce que c'est aussi la volonté du peuple camerounais et c'est également la volonté du président de la République. Après avoir voté des lois, il les a promulguées avec une vitesse exceptionnelle. On ne l'a jamais vu. Je pense que cette décentralisation tant attendue est le point d'ancrage de l'espoir des Camerounais. Merci. C'est-à-dire rapprocher le pouvoir décisionnaire à leur niveau. Merci, monsieur le maire Tamba. Professeur Olivier Billy, alors, nous avons un chef d'État qui est à 41 ans de règne, de gestion de son pays. On ne va pas vous demander à vous de faire le bilan, mais on va vous demander, professeur Olivier Billet, homme politique émérite, comment est-ce que vous percevez le Cameroun? Est-ce que vous, à votre niveau, en tant qu'acteur politique, vous sentez et ressentez ce besoin de changement ou alors ce désir de voir d'autres horizons s'ouvrir vis-à-vis des Camerounais que vous rencontrez tous les jours, après 41 ans du président Paul Biya? Alors, écoutez, je viens de tendre l'oreille à ce qu'a dit monsieur le maire Tamba, avec beaucoup d'exaltation, avec beaucoup de jubilation, avec beaucoup de triomphalisme même. Je pense quand même que
il aurait pu avoir, je dirais, le triomphe modeste, après ce que lui-même a dit sur la situation du pays actuellement. Le pays est en état de décrépitude totale. Oui. Il a parlé lui-même de l'état des voiries. Nos axes routiers urbains et interurbains sont dans un état de déréliction absolument sans précédent dans l'histoire du Cameroun. C'est absolument effroyable. Le tableau, c'est une situation de rationnement constant de l'électricité et de l'eau aux Camerounais qui vivent pourtant dans un environnement qui est gorgé d'eau, sont entourés de cours d'eau partout, mais ces commodités élémentaires de la vie ne sont pas à notre portée. Il faut quand même indiquer ici que en Afrique, nous avons quand même un certain nombre de pays qui, à l'instar de ce qu'on peut constater dans les nations plus développées, bénéficient d'une situation de disponibilité de l'eau et de l'électricité de 100%. Oui. Alors, quand je dis ça, je voudrais quand même, évidemment, encourager le maire Tamba à avoir effectivement le triomphe modeste, parce que le tableau Cameroun est quand même un tableau plutôt catastrophique. Lui-même a utilisé tout à l'heure une image qu'il n'a peut-être pas contrôlée dans son expression. Il a dit que leur parti est une machine infernale. Vous savez quelle est l'origine de l'adjectif infernal, n'est-ce pas? Il me semble que sa pensée, en tout cas les propos qu'il a tenus, ont bien traduit la réalité des faits. Nous sommes dans un environnement qui ressemble à un enfer. C'est un enfer, puisque infernal vient d'enfer, voyez-vous. C'est un environnement infernal, monsieur le maire. Vous avez raison de le dire ainsi. Et donc, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Alors, cela étant dit, Stéphane Barga, je voudrais dire simplement que le président Biya, dont il commémore l'accession au pouvoir, aujourd'hui, une fois de plus, il a dit qu'il célèbre. Ah, il a dit qu'il célèbre, voilà. Moi, c'est voilà. Les deux maires. Voilà. Ils ont parlé de célébration. Vous par ailleurs, nombre de commémoration. Me paraît quand même un peu plus approprié. Il faut parler de commémoration. Cette commémoration, eh bien, nous renvoie à la trajectoire politique du président Biya. Je suis de ceux-là qui disent très clairement que la volonté discrétionnaire de celui qui installe les hommes au pouvoir, je parle là en ma qualité de foiliste, oui. Tout pouvoir vient de Dieu. Et donc Dieu qui a décidé qu'en 1982, que Paul Biya advienne au pouvoir au Cameroun, eh bien, avait certainement, je crois, dans la galaxie des acteurs politiques de l'époque, choisi certainement dans sa bonté le moins mauvais des acteurs qui étaient présents à cette époque-là. Et il avait certainement choisi l'un des acteurs qui correspondait à cette période de l'histoire du Cameroun. Oui. Et j'ai la faiblesse de croire que c'était un choix pertinent quelque part pour cette époque-là. Maintenant, quand je dis ça, je dis simplement, puisque vous me posez la question, je vous réponds très rapidement, Stéphane Barga, pour dire que il faut quand même considérer que 82 à aujourd'hui, ça fait 41 ans, vous l'avez rappelé. Oui. On ne peut pas, je veux dire, avoir le capital de savoir, de vision nécessaire pour une période qui s'appelle 1982, et penser que ce même capital vision peut être valable en 2000 ou en 2023. Ça n'est pas possible. Il y a d'ailleurs longtemps que, je dirais, la vision du président nous a révélé toutes les failles, toutes les fissures, toutes les faiblesses, n'est-ce pas, qui sont les siennes. Alors, professeur, je reste avec vous une minute de plus. Est-ce que vous percevez ce besoin de changement? Est-ce que le logiciel Paul Biya, qui s'accommodait à l'environnement de 1982, est toujours d'actualité selon vous? Est-ce que les populations qui sont certainement militantes des libérateurs vous ont fait ressentir ce besoin de changement qui urge, mais que d'autres peut-être ne voient pas encore? Stéphane Barga, de manière tout à fait courtoise, vraiment courtoise et bienveillante vis-à-vis de mes vis-à-vis,
je leur dis qu'il faut arrêter le massacre, en réalité. La réponse à votre question, c'est il est temps d'arrêter le massacre. Le logiciel, le système d'exploitation du président est entré en situation d'obsolescence depuis longtemps. Depuis longtemps. Ce qui fait que si nous avions été dans une démocratie sérieuse, il est certain qu'il y a longtemps que le peuple aurait pris ses responsabilités et aurait envoyé le président au village. Mais je vous le dis, vraiment en toute fraternité, nous avons un pays à bâtir. Et nous ne pouvons plus nous permettre de laisser permettre qu'un système qui est entré en situation de caducité absolue continue à prévaloir. Merci. Et donc, quand j'ai dit ça, je termine simplement en vous rappelant que les défis d'aujourd'hui, nous sommes en 2023, les défis de notre époque, c'est les grands problèmes contemporains, le réchauffement climatique, la finance internationale, les problèmes liés aux mutations technologiques, tous les espoirs qui sont portés sur des phénomènes tels que la robotique, l'intelligence artificielle, les problèmes monétaires qui tenaillent les pays avec les crises inflationnistes de toute nature que nous avons, les grands problèmes géopolitiques contemporains ne peuvent plus être adressés, ne peuvent pas être adressés par un logiciel qui était un logiciel de 82. Merci, c'est ce que je vous dis. Merci, voilà. Professeur. Monsieur le maire Atemengue, sur ce plateau, le professeur Billet estime que le logiciel du renouveau semble pour le moins dépassé et que peut-être il faudrait arrêter le massacre si j'emprunte son expression. Vous qui venez d'Ngoumou, où vous avez célébré 41 ans de magistrature suprême du président Paul Biya, est-ce que c'est le ressenti que vous avez? Alors, ce n'est pas mon ressenti forcément. Je pense que le professeur a un gros problème de méthodologie. C'est le maire qui dit au professeur qu'il a un problème de méthodologie. Comme nous sommes en politique, je pense qu'il met beaucoup plus en avant sa passion et son envie d'en découdre avec le président Paul Biya, le RDPC. Mais il mériterait de prendre du recul. Je dis recul pourquoi? Parce que, voyez-vous, lors de mon mot de bienvenue aux militants aujourd'hui, ce matin en Ngoumou, je leur ai dit que le 6 novembre 1982, j'étais élève en 6e au CS de Ngoumou, fils d'instituteur catholique. Je ne connaissais même pas le nom de l'administrateur municipal de Ngoumou à l'époque. Je sortais de télé, donc j'étais arrivé à Ngoumou, ça faisait à peine 2 mois. Et effectivement, j'ai appris à la radio que le président Aïdjo démissionnait et que le président Paul Biya, que nous croyions Bassa à l'époque, je le rappelle souvent, parce que moi j'ai beaucoup de camarades de classe et dans le Yon Ekele, il y a beaucoup d'homonymes au président Paul Biya. Oui. Parce que c'est un nom commun en milieu Bassa. Donc nous on était convaincus. Et d'ailleurs les élèves, nos camarades de Yon Ekele, et qui nous partageons les bancs, étaient très fiers d'avoir un premier ministre d'origine Bassa. Nous, on croyait que c'était ça. Mais je le dis parce que je leur ai dit que d'administrateur communal que j'ignorais, me voici qui prend la parole devant vous en tant que chef de l'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée, autonome, financièrement et administrativement. Alors, j'ai dit qu'il y a un problème de méthodologie parce que le logiciel de 82, c'est lui qui l'a adapté progressivement. Et le système d'exploitation, si toutes les institutions prévues par la loi portant réforme de la Constitution de 72 en 96, si toutes ces institutions sont un logiciel dépassé, alors je ne sais pas ce que nous cherchons. Et effectivement, nous parlons là du système d'exploitation du logiciel. Le contenu, nous pouvons être d'accord. Mais en 41 ans, le Cameroun aujourd'hui a toutes les institutions d'un État moderne. Monsieur le maire, c'est ça que j'entends par logiciel et système d'exploitation. À ce niveau, je reste avec vous. Oui. Je reste avec vous parce que justement, si de façon
opérationnel, institutionnel, le Cameroun n'a rien à envier aux démocraties les plus avancées de la planète. Mais est-ce que ces institutions ont répondu aux besoins sociaux qui sont l'apanage de nos populations? Le président Bilé nous décrit un tableau assez sombre que ceux qui nous regardent dans tous les quartiers de Yaoundé peuvent palper du doigt. Est-ce que le logiciel répond aux besoins sociaux au-delà des institutionnels qui est Je vais vous expliquer pourquoi ce tableau est tout à fait normal. Quand je dis normal, c'est au sens scientifique. Je ne dis pas qu'il est beau ni qu'il est bien. Nous sommes un jeune État. Et donc, quand vous me dites, dans les vieilles démocraties, ils ont toutes ces institutions. Oui. Nous avons la chance. Moi, personnellement, j'estime que j'ai beaucoup plus de chance qu'un jeune Français d'aujourd'hui. Parce qu'en 40 ans, j'ai assisté, nous avons tous assisté à la mise en place de ces institutions et de ce logiciel des États modernes au Cameroun. Ça ne fonctionne pas encore forcément parfaitement, mais en 40 ans, c'est un exploit. J'allais dire un miracle. Oui. Pourquoi? Parce que, pour prendre l'exemple d'un pays moderne que vous connaissez, pour passer de la République française, créée aux environs de 1792, à la création du Sénat républicain en France, que nous avons créé chez nous en 2013, on a passé 83 ans. Pour passer, après la création de ce Sénat républicain, à l'instauration d'un conseil constitutionnel en France, en 1958, ça a fait 90 ans. Laissez que je termine. Laissez que je termine la mise en place du logiciel. Est-ce que ce logiciel répond aux aspirations Laissez que je termine. Donc, de 58 à la mise en place d'un code, d'une loi sur la décentralisation, la même que nous avons ici, qui a enfin donné l'autonomie financière administrative aux communes et aux régions en France, la loi Gaston Defferre en 82, ça a pris, faites le calcul de 58 à 82, 24 ans. Oui. Bon. Et c'est à l'occasion aussi qu'on a évoqué pour la première fois le statut particulier des régions difficiles comme la Corse, comme nous aussi on en a deux ici. On a créé deux statuts particuliers pour le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour vous dire que ça a pris exactement 190 ans, parce que j'ai fait le calcul, oui, de la création de la République française à la mise en place des institutions que nous, en une génération, nous avons vu mettre en place. En France, c'est au moins 10 générations, c'est au moins 20 chefs d'État qui ont travaillé. Chaque génération a vu une seule de ces institutions mises en place. Et je le dis parce que, comme vous pensez que en 40 ans, en mettant en place de façon progressive, mais relativement rapide, toutes ces institutions et ce système d'exploitation moderne à la disposition des générations à venir. Vous savez, le Conseil constitutionnel français, il n'a pas produit ses résultats quand De Gaulle l'a mis en place. Il a produit des résultats 20-30 ans après. Merci. Et ne pensez pas que ces institutions vont produire leurs véritables résultats aujourd'hui. Maintenant, les autres problèmes. Merci, monsieur le maire. Le contenu du logiciel, les données, nous pouvons être d'accord et débattre des solutions pratiques. Et c'est ce qu'on attend des hommes politiques, des entrepreneurs politiques. Exact. Les routes sont mauvaises. Moi, je propose tel modèle de financement. La voirie, le système d'amassage des ordures pose un problème. Moi, je propose tel modèle de financement et telle répartition des compétences. Merci. Et à partir de là, les Camerounais verront si son modèle est bon, s'il est réaliste, et si ses financements sont garantis. On vous a compris. Les problèmes des Camerounais. Voilà. Professeur Pascal Charlemagne Msanga Nyamdjing, oui. Nous épiloguons avec nos invités sur ce logiciel. Alors, sur le plateau, les réflexions, les avis divergent sur la capacité aujourd'hui à ce logiciel de pouvoir répondre aux aspirations. Monsieur le maire Atemengue pense que en termes d'institutionnalisation de l'État, le Cameroun est souverain. La question que je lui ai posée et que peut-être moi je pose à vous, est-ce que ce logiciel-là, s'il est parvenu à instaurer le Cameroun dans la cartographie des pays crédibles en termes d'institutions, est-ce que le logiciel en lui-même répond
de façon claire et pratique aux aspirations sociales. Le professeur Billet Si vous me dites que la décentralisation ne peut pas répondre s'il vous plaît. Le professeur Billet nous fait une cartographie qui est visible. C'est pour préciser votre question au professeur Messanga. Oui, ils nous disent que la décentralisation n'est pas le bon logiciel pour répondre aux aspirations des Camerounais. Merci. Alors, professeur Messanga, est-ce que vous pensez que c'est le logiciel capable de pouvoir répondre aux aspirations sociales des Camerounais aujourd'hui que nous sommes en 2023? Logiciel qui a été paramétré en 82. Non, je crois que on ne peut pas aborder une commémoration d'un État qui doit être gouverné, où les populations ont des attentes sous le seul prisme d'un logiciel. Je ne voudrais pas aborder cette commémoration sous ce prisme. Oui. Pour 3 raisons. Vous savez, le président Paul Biya, c'est son bilan que nous faisons. Un grand homme, ça il faut le reconnaître, qui arrive au Cameroun. D'abord, qui part au Cameroun dans les années 54, période de lutte. Il faut rappeler que l'hérédité qui marque déjà le processus de reconstruction de l'État, parce qu'en réalité, plutôt que de parler de logiciel, moi je parlerai des enjeux de construction de l'État au Cameroun, oui. Parce qu'en réalité, il s'agissait des enjeux de la construction de l'État en Afrique, pour 4 raisons. Premièrement, nous avons été sous un protectorat allemand, ce qu'on appelle en droit international les questions de succession d'État. En 1916, nous sommes devenus un condominium, et puis 20, nous sommes devenus un État sous mandat, sous tutelle. Mais ce qui est intéressant est de savoir que, entre-temps, il y avait des luttes. Oui. Vous savez qu'on a perdu, entre-temps, une personnalité comme Oumyobé, les nationalistes. Et en 58, et ça c'est l'une des phases décisives avec la chute d'André Maringwida, eh bien, le Cameroun bascule tout simplement parce que finalement c'est le président Ahidjo, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui va devenir Premier ministre. Et ce qui va marquer en fait cet enjeu de construction de l'État, c'est que le jeune président Amadou Ahidjo a une ambition. Il veut construire l'État camerounais. Il nous dote de 3 constitutions, puisqu'il y en a eu 4 jusqu'alors, la constitution de 60, la constitution de 61 à 72, qui est la deuxième constitution, et puis la constitution de 72 à 96, oui. Et puis la constitution du 18 janvier 1996. Alors c'est important à rappeler, parce que le président Ahidjo démissionne, c'est un événement. Et il est intéressant pour comprendre le bilan d'aujourd'hui, quel Cameroun nous laisse le président Ahidjo. Vous savez, dans mes travaux, j'ai sorti récemment un ouvrage de 700 pages, où j'ai eu d'ailleurs les félicitations du président de la République, que je remercie. Oui. Vous verrez que je vais terminer sur cet élan, pour introduire mon propos, que d'entrée de jeu, il s'agit d'un bilan. Vous savez, quand le président Ahidjo, dans mon livre, je n'hésite pas à intituler Paul Biya indépendantiste et manœuvrier, bâtisseur du compromis communautaire complexe, je montre 2 choses. Il y a un président Ahidjo qui s'en va, qui est un combattant. Et je l'ai baptisé dans mon livre, c'est le bâtisseur de l'État camerounais moderne. Et de l'autre côté, pour syncrétiser, je qualifie le président Paul Biya dans mon ouvrage de bâtisseur de l'État démocratique camerounais. Oui. Et vous verrez donc, parlant donc de ce bilan, le président Paul Biya, qui est parti dans les années 54, 53, 54, revient au Cameroun en 62. Et ça, il faut le dire, il trouve un chef d'État et un pays indépendant. Il connaît 3 patrons. Le premier, Christian Kouatou, dans l'ordre, le président Amadou Ahidjo, qui est président de la République. Son deuxième patron, c'est le premier secrétaire général de la présidence de la République, Christian Kouatou. Et son 3e patron, William Etekemboumois. Et vous verrez que dans ce processus de transition où le président Paul Biya arrive au pouvoir, il y a derrière lui un homme qui démissionne le 4 novembre. Et c'est ça qui nous amène ici. Et cela nous amène à nous poser la question, qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Lorsque vous savez quand même que... Professeur, oui. vous pouvez permettre qu'à ce niveau, je vous en prie. On marque un stop. Est-ce que
le président Biya qui arrive, qui est choisi par son prédécesseur, Amadou Ahidjo, est parfaitement outillé pour porter l'ambition Cameroun. Je pense que c'est un successeur constitutionnel. Est-ce que au-delà du fait qu'il soit successeur constitutionnel par l'amendement de 79, est-ce qu'à cet instant précis, le président Paul Biya est outillé et assez aguerri à porter les contradictions du Cameroun? Pour moi, il est administrativement outillé, mais il est politiquement fragilisé. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand je dis qu'il est administrativement outillé, il trouve un État moderne et structuré. Il y a déjà une grosse administration. D'ailleurs, l'un des atouts du Cameroun, c'est qu'on a une administration qui est déjà là. Il y a des cadres, il y a des administrateurs civils, il y a des fonctionnaires, il y a des écoles comme l'IRIG, l'ENAM, Polytechnique, il y a déjà des infrastructures comme le stade Amadou Ahidjo, le palais de l'unité. Le Cameroun moderne, hein, au sens même de l'État, si on s'appuie même dans la dynamique du droit constitutionnel, écoutez, les éléments constitutifs de l'État, c'est le territoire, la population, il y a une organisation administrative. Nous sommes d'accord à ce niveau, professeur. Voilà, donc à partir de là, il est administrativement outillé parce que, écoutez, il a quand même un parcours exceptionnel. Chargé des missions, secrétaire général à la présidence, 67, il est directeur de cabinet du président Ahidjo, et puis 67, 68, il cumule jusqu'en 69, 75, premier ministre. C'est un routinier, c'est quelqu'un qui a la routine. Même est-ce que le routinier aura tenu la promesse des fleurs lorsque le président Amadou Ahidjo lui confie la destinée Cameroun? Ben non, c'est là où je dis que politiquement, il connaît des obstacles. Je vous dis, j'en connais au moins 10, mais restons au moins 5. Arrivé à peine un an au pouvoir, et ça il faut le dire à ceux qui nous écoutent quand même ici sur cette télévision, il connaît un mois, quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir, des pesanteurs. Il est rend à la perception que le président Ahidjo avait lui-même du pouvoir. Est-ce que lorsque le président Amadou Ahidjo démissionne, est-ce qu'il veut démissionner et laisser le président Paul Biya gouverner? Je pense que non. Je pense que le président Amadou Ahidjo arrive et a une ambition, accompagner son prédécesseur. Mais très vite, il y a un premier pesanteur. Premier pesanteur. Deuxième pesanteur. Vous allez citer les 83. Très vite, le président est victime d'une tentative d'assassinat. Parce que dans cette progressivité, d'ailleurs, avec des dates bien précises que je donne dans mon livre, je me rappelle quand il termine sa tournée, le 7 juin 1983, dans le Foundi, le 11 juin, écoutez, le président Ahidjo convoque une réunion au lac. Il s'avère que si Paul Biya s'amenait à cette réunion, il aurait été assassiné. Il décide de ne plus y aller. Le 17 juin, le président Amadou Ahidjo repart au nord. Le 20 juin et le 22 juin 1983, M. François Mitterrand arrive. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que il y a une tentative d'assassinat connue où le président Ahidjo va être condamné. Attendez, c'est un obstacle très important pour planter le décor. Troisième obstacle, le coup d'État d'avril 1984. Quatrième obstacle, le processus de démocratisation qui déstabilise le président de la République. N'oubliez pas qu'il n'a qu'en 92, 59 ans, lorsqu'on entend déjà des slogans du style « Biya doit partir, Biya Moscou ». On pouvait quand même se poser la question, si aujourd'hui certains disent qu'il est vieux, je vous fais quand même constater qu'il n'avait que 59 ans, lorsque certains pensaient qu'il fallait qu'il parte. Cinquième pesanteur alors. Les trahisons dont il est victime, à la fois au sein du gouvernement, au sein de son parti. La rupture, et puis il faut le dire, l'exil du président Ahidjo. Je vous montre des pesanteurs qui ont complètement déstructuré et fragilisé politiquement son pouvoir. Entre autres, la guerre du Nozo aujourd'hui, 6 000 morts, et de l'autre côté, Boko Haram, 8 000 morts. Merci. Est-ce que nous pouvons donc faire un bilan et célébrer? Moi, j'ai dit qu'il faut commémorer et montrer en fait que le bilan du président sur le plan politique, moi je vais droit au but, il est bien sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il est solide, mais c'est un échec total sur le plan économique, malheureusement. Merci, professeur Messanga Nyamdjing. Du fait des hommes et de ses collaborateurs. Merci. Alors, monsieur le maire, vous avez... Monsieur le maire Tamba,
Nous allons préciser à chaque fois parce qu'ils sont deux sur le plateau à porter cette casquette-là. Alors, vous avez suivi les avis qui divergent, mais vous avez suivi aussi les difficultés qui ont été en tout début de magistère, celles qui ont entravé l'exercice du président Paul Biya, justement au niveau de l'appareil politique. L'UNC qui ne reconnaissait pas ce nouveau capitaine, il a fallu qu'on dissolve l'UNC pour qu'on passe au RDPC. Alors, l'appareil qui a été piloté pendant toutes ces années par un seul homme, nous commençons là à nous projeter. Est-ce qu'il pourrait survivre lorsque l'on sait que la moindre décision, la moindre orientation, le moindre questionnement doit être validé en dernier ressort par celui qui porte l'estampille du président Paul Biya, du RDPC, je parle ici du président Paul Biya. Alors, est-ce que l'appareil RDPC pourrait survivre à la disparition de son concepteur? Alors, je voudrais peut-être dire que je ne suis pas un spécialiste des analyses politiques pour faire des projections de ce genre, mais je voudrais tout simplement rassurer dans un premier temps le professeur Billet, oui. Qui a pensé que nous étions dans un amphithéâtre tout à l'heure pour parler des problèmes liés à la sémantique. Quand j'ai parlé de machine infernale, effectivement, quand la machine du RDPC se met en place, elle devient un multiplicateur de souffrance pour ceux qui aspirent à remplacer le RDPC au pouvoir. C'est bien ça. Je ne me suis pas trompé, ma pensée n'est pas allée au-delà de ce que je voulais dire. Bon, pour revenir à la question, que vous me posez, le RDPC est un parti bien structuré et qui a son ancrage territorial. Je me réjouis d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui a été candidat à la présidentielle, qui malheureusement n'a pas pu charmer les Camerounais. Peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment de choses à leur proposer. Et c'est là une démonstration du fait de l'ancrage d'un parti politique. Donc le RDPC aujourd'hui est le seul parti qui a cet ancrage national prouvé et démontré. Lors des élections, on a beau parler d'un certain nombre de choses, mais je voudrais dire qu'il y a des partis politiques qui n'arrivent pas à mettre 5 des représentants sur 5% des bureaux d'élection. Beaucoup pensent aussi que cette formation politique bénéficie de la structuration étatique qu'elle rejoint entre guillemets. Malheureusement, c'est une confusion qui peut s'installer, mais les meilleurs sont là. Et puis, il y a toute la liberté d'aller à gauche ou à droite. C'est ça la démocratie. On n'a pas le pistolet à la tempe. Quand M. Bellet est revenu de ses études, il aurait pu choisir de faire autre chose, de rentrer dans le RDPC ou de créer un parti politique puissant. Cette assise-là, peut-être ça se construit dans la durée, peut-être ça se construit aussi dans l'excellence des cerveaux. C'est une constellation de cerveaux qui sont au même endroit. Après, le président de la République, je ne pourrais pas écrire l'histoire, je ne peux pas faire... Le parti structuré que le RDPC a-t-il prévu ou alors pense-t-il, imagine-t-il cet état de choses, qu'il y ait justement ce concepteur-là, ce maître à penser, cet idéologue-là, qui puisse se retirer, qui puisse se reposer, ou même aller au village. Il a dit lui-même au président Macron. Est-ce que cette hypothèse est envisageable, ou même envisagée dans les réflexions qui structurent le parti RDPC aujourd'hui? Nous sommes le 6 novembre 2023. Alors, je voudrais dire qu'il y a 3 strates. Il y a le bureau politique, il y a le comité central, et il y a les organes de base. Moi, je travaille à l'unité de base. Je ne saurais peut-être faire les projections qui sont de notre niveau. Peut-être le professeur Massamba, qui a pour travail de réfléchir, de se projeter dans la science politique et la réflexion stratégique, pourrait peut-être dire des choses davantage. C'est tout ce que je pourrais vous dire concernant ce sujet. Merci, monsieur le maire Tamba, pour votre réponse qui est, nous le comprenons. Professeur Billy, alors, moi, je me tourne vers vous. Vous avez, de façon institutionnelle, été au contact d'un homme qui a présidé aux destinées du Cameroun. Vous avez vous-même fait
un retranscrit de la situation actuelle du Cameroun. Peut-être vos propos, je ne vais pas les faire mieux en termes d'enfer, mais on sait aussi qu'il y a ces besoins en termes de bien-être qui sont criards, qui commencent véritablement à s'imposer et à se poser aux Camerounais. Aujourd'hui, justement, monsieur le maire monsieur le maire Tamba évoquait ce déficit d'offres de la part de ses adversaires. Vous, en tant que président de l'information politique, qui a déjà eu à faire des propositions aux Camerounais, qu'est-ce que vous proposez pour que justement vous soyez en capacité de faire mieux que le logiciel que vous pensez aujourd'hui obsolète? Que proposez-vous? Que proposent les libérateurs? Je ne sais pas si c'est le lieu de la proposition, l'exposition de la proposition des libérateurs. Parce que au-delà de ça, vos critiques pourraient être comme non fondées à partir du moment, et monsieur le maire Atemengue l'a dit, où vous ne proposez rien. Non, je pense que c'est... Nous sommes à Yaoundé, parlons un peu de ville. Nous avons deux élus là devant nous. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux Camerounais pour pouvoir être en situation opérationnelle si il fallait qu'il y ait un choix qui se fasse? Vous savez, moi je suis très heureux d'être en compagnie des maires. Tamba et Atemengue sur ce plateau. D'abord parce que ce sont des militants du RDPC qui sont des gens courtois. Ce sont des personnes qui ont je dirais, une posture politique qui est tout à fait respectable. C'est pas la première fois que je suis en débat avec le maire Atemengue. On a toujours eu des échanges extrêmement riches. Une fois que vous l'avez dit, professeur, lorsque je l'ai dit, je voudrais également clarifier quelque chose. Vous savez, quand je dis des choses, y compris, je n'aime pas beaucoup parler du patriarche Paul Biya. D'abord parce que moi j'ai une culture du respect, vous savez, des aînés, et surtout des aînés d'une certaine trempe, une certaine génération. Mais il arrive des moments où, bon, vous savez, la reine politique nous oblige à dire les choses telles qu'elles sont. À sortir un peu de cette espèce de considération, je dirais, ancestrale, pour aller vers une posture qui est davantage, je dirais, axée vers la préoccupation qui doit nous animer tous. Tout à fait. Autour de cette table, la préoccupation de la vie et du destin des Camerounais. Moi, je parle aujourd'hui parce que je suis préoccupé du destin des Camerounais, de nos concitoyens. Vous savez, Stéphane Barga, vous prenez, prenons le monde des affaires, vous prenez 10 hommes d'affaires, 10 hommes d'affaires, opérant chacun dans son domaine. Eh bien, ces dizaines d'hommes d'affaires-là, parmi elles, en tout cas, selon certaines études, il est avéré que ces 10 hommes d'affaires qui commencent une activité, en tout cas parmi eux, c'est toujours à peu près 4% qui peuvent réussir, maximum 4%. Oui. Et ceux-là qui réussissent souvent le mieux, il est démontré que par les experts en matière de management, c'est ceux-là qui ont, je dirais, formulé une vision robuste et pertinente. Je vous amène quelque part. La vision, le projet d'entreprise élaboré par un homme d'affaires doit donc être pertinent et s'appuyer sur des leviers stratégiques permettant d'atteindre les objectifs qui ont été annoncés. Alors, je crois que cet exemple peut être transposé aux acteurs politiques, aux leaders politiques. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que sur nos 10 hommes d'affaires, il y en a 4 qui réussissent maximum et il y en a 6 qui échouent. Ils échouent parce que la vision qu'ils ont formulée, eh bien, n'était pas up-to-date. Elle n'était ni pertinente, ni adaptée au contexte qui était le leur. Peut-être parce que l'étude de marché n'était pas bonne, peut-être parce que, etc. Voilà. Je prends cet exemple pour montrer très clairement que, puisque nous parlons du bilan du président, et de vos propositions aussi. Du président Paul Biya, on viendra à nos propositions tout à l'heure. Parce que sur les propositions, je crois vous avoir offert ce soir un exemplaire de mon dernier livre qui s'intitule « Monnaie et prospérité en Afrique de la zone franc ». Briser les derniers liens de la captivité. Cet ouvrage qui est disponible dans toutes les librairies de Yaoundé, les plus sérieuses,
eh bien, permet d'avoir un aperçu du projet, Allons-y, professeur. du projet de civilisation qui est le nôtre. Et il permet également de voir les défauts de construction qu'il peut y avoir eu dans l'édifice RDPC et qui montre que son système d'exploitation et même son logiciel ils ne sont pas adaptés à la situation. Ils sont juste, comment on va dire ça, des éléments qui ne sont pas du tout pertinents pour notre pays aujourd'hui. Oui. Je veux dire même que, Stéphane Barga, la construction elle-même, elle est viciée dès le départ. Vous savez pourquoi? Non. Pourquoi est-ce qu'elle est viciée dès le départ? Elle est viciée dès le départ parce que, au fond, le président s'inscrit dans un héritage qui est un héritage de la France-Afrique néocoloniale, qui avait pour projet de continuer à spolier notre pays, à mettre en place des mécanismes de prédation qui résident dans les accords de coopération qui ont été, j'ai envie de dire, renouvelés, notamment le 13 novembre 1960, et par la suite, le 23 novembre 1972. Je ne prends qu'un aspect, je prends seulement un aspect, qui concerne la thématique monétaire dont vous avez le livre entre les mains. C'est une, je dirais, comment dire ça? Quand le président ne peut pas développer le Cameroun, ne peut pas amener le pays à l'émergence et à la prospérité. Vous dites qu'il était parce que, pour échouer? Oui, en réalité, il était programmé pour échouer. Pourquoi? Parce que ses parrains, ceux-là qui avaient favorisé son accès au pouvoir, eh bien, l'avaient fait simplement pas sur la base d'un projet pensé. C'est pas sur la base d'une intuition idéologique qu'il a eue, mais simplement sur le fait qu'il pouvait jouer le rôle de la perpétuation de l'ordre et du système néocolonial en vigueur déjà à l'époque du président Idio. Il faut que les choses soient bien claires. Ceux-là qui s'étaient battus précisément pour que le Cameroun accède à la prospérité et à l'élévation de son standard de vie avaient tous été zigouillés jusqu'aux années 70, comme nous le savons désormais. Et donc, lorsque le président arrive au pouvoir, il est tout simplement le continuateur de cette œuvre. D'ailleurs, la querelle qu'il y a eu entre lui et le président Idio n'est qu'une querelle de famille. C'était une mésentente des enfants du même fils. Et donc, dans le fond... pas un choc de projet. Non, c'est-à-dire que dans le fond, voyez-vous, le projet, prenons maintenant les choses, puisque Atemung a parlé de méthodologie tout à l'heure. Je veux d'ailleurs lui dire que ce n'est pas avec des institutions qu'on fait le bien-être des populations dans un pays. Vous pouvez avoir les meilleures institutions du monde, mais si vous n'avez pas mis en place un certain nombre de leviers qui sont beaucoup plus simples que vos grandes institutions, vous ne pouvez pas leur donner de l'eau, de l'électricité, des routes, etc. Les institutions, c'est juste, voilà, elles peuvent, c'est vrai, servir d'armature intéressante, mais elles ne peuvent le faire que dans le cadre d'un contexte où un certain nombre d'autres leviers stratégiques ont été mis sur pied. Et parmi ces leviers stratégiques, j'insiste particulièrement sur la monnaie, sur l'édifice monétaire sans lequel vous ne pouvez rien faire. Merci. Voilà, donc, Stéphane Barga, donnez-moi encore 2 minutes pour terminer. Je termine simplement pour faire une démonstration sur le bilan. Oui. Sur le bilan. Il a manqué un certain nombre de choses. La fondation spirituelle n'est pas dans je dirais, le projet et la vision du président. Il n'y a pas de fondation spirituelle. C'est un projet politique sans âme. Prenons la fondation du point de vue de la dimension, je dirais, politique et institutionnelle. Il n'y a pas une fondation digne de ce nom. Je veux dire, il n'y a pas une construction, il n'y a pas un socle suffisamment solide pour tenir. Tout ce qu'il y a, c'est simplement la mécanique, je dirais, frauduleuse du système du parti État de facto, qui continue à prévaloir jusqu'aujourd'hui en 2023, alors même que il n'avait plus de raison de prévaloir à partir de 1980. Et s'il vous plaît, il y a des éléments extrêmement importants. Je termine en 30 secondes. Oui. En 30 secondes. Prenez la fondation du point de vue du vivre ensemble et l'intégration des Camerounais. Le Cameroun aujourd'hui est plus fracturé que jamais. Prenez la crise dans le Nosso. Prenez le sentiment des Camerounais entre eux. Sur le plan de la vie politique du pays, on a construit un pays où les ethnies, les tribus se regardent en chien de faïence. Il faut dire, Stéphane Barga, moi je suis là pour dire des vérités. On ne peut pas bâtir un pays, une démocratie digne de ce nom, dans un environnement où on a travaillé à opposer les Camerounais les uns aux autres. Merci. Voilà. Merci, donc, je reviendrai tout à l'heure, naturellement. Monsieur le maire Atemung, aujourd'hui, nous sommes dans la réflexion. 6 novembre 82, 6 novembre 2023. Je vous pose une question de l'homme de la rue que nous avons interrogé en préparant cette émission.
est-ce que si le président Ahidjo revenait du Sénégal où il est enterré, est-ce que s'il revenait aujourd'hui, il féliciterait son successeur en pensant qu'il a été à la hauteur des espoirs pensés à lui? Ça, c'est un avis de citoyen que je vous demande. Alors, vous voulez absolument nous plonger, le professeur et vous-même, dans l'histoire contrefactuelle. Vous savez, en imaginant beaucoup de choses. Oui. Sauf que quand on pratique l'histoire contrefactuelle, ce sont des hypothèses qu'il faut concevoir et tomber d'accord Monsieur le maire, dessus. si vous essayez de répondre, vous saurez où est-ce que moi je nous Je vais vous dire ceci. Oui. Personnellement, si vous me posez, comme vous me posez cette Comme question citoyen. de l'homme de la rue envoyé, Oui. je dirais que si le président Amadou Ahidjo arriverait ici, il féliciterait le président Paul Biya, parce qu'il ne reconnaîtrait même plus le Cameroun qu'il a laissé. Rien du tout. Il serait merveilleux. Il avait laissé Yaoundé qui allait du carrefour Vombi au rond-point Loncax. Quand il arriverait, il verrait ce qu'est devenu Yaoundé, ce qu'est devenu Douala, ce que sont devenus les Camerounais, la télévision qu'il n'a pas laissé, la démocratie, les débats à la télévision comme nous sommes en train. Il ne reconnaîtrait plus son Cameroun qu'il a laissé. Monsieur Il le serait maire, merveilleux. Et il serait même perdu. voilà. Maintenant, j'entendais ça avec vous. Mais maintenant, Pour que vous sachiez où est-ce que je voulais nous amener. on va poser une question, c'est ce que je réponds. Monsieur, Ce que moi je pense, si allez-y. je me mets à sa place, Allez-y. vous avez vu le film français, le célèbre film Les Visiteurs. Tout à fait. Voilà, donc je m'appuie sur ce film pour vous dire à peu près ce que les revenants ressentent souvent quand ils retrouvent un pays ou un monde qu'ils ont laissé et qu'ils retrouvent. Alors, monsieur le maire, subitement. monsieur le maire, Mais pour être sérieux, je suis sérieux et je reste avec vous. Oui. Un aspect a été évoqué, un aspect grave, eu égard à l'actualité. Aujourd'hui, du côté de Manfé, c'est 23 Camerounais qui perdent la vie. 45. 45 déjà, 45. merci professeur Messanga, du fait de la crise anglophone, telle qu'on l'a baptisée. Le président Ahidjo, il laisse un Cameroun uni au président Paul Biya. Rien qu'à ce niveau, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un pincement au cœur? Il pourrait avoir un pincement au cœur, sauf que le président Paul Biya ne peut plus utiliser les méthodes que lui a utilisées pour pacifier le Cameroun. De 1960 à 1972 à peu près, parce que le monde a changé, le Cameroun a changé, et il ne pourrait plus utiliser la même méthode. Si on remettait le président Amadou Ahidjo à la place du président Paul Biya aujourd'hui pour refaire ce qu'il a fait, je crois qu'il ne durerait pas une semaine à la tête de l'État. Donc, c'est pour vous dire que le monde a changé. Contrairement à ce que le professeur disait tout à l'heure, le président Paul Biya a su adapter le logiciel, son logiciel, mais peu importe sa stratégie individuelle pour rester au pouvoir. Parce que c'est là où je ne suis pas d'accord non plus avec le professeur Messanga, parce que si le président Paul Biya n'était pas prêt politiquement en 82, après l'énumération qu'il a eu à faire tout à l'heure, Tentative d'assassinat de l'État. il ne serait plus à la tête de l'État après 41 ans. C'est un des meilleurs politiciens de sa génération, sinon le meilleur politicien de toutes les générations, même celles venues après lui au Cameroun, qu'il a toujours su mettre KO ou à la place. Je ne parlerai pas de machine infernale pour Biya. Il y a une machine infernale pour Biya. Donc, c'est un très grand homme politique, en tant que stratège, en tant qu'entrepreneur politique, Oui. qui a su s'adapter. Très peu de sa génération ont su s'adapter, beaucoup ont perdu leur pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas une fin en soi. Je pense que nous sommes d'accord dessus. Et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec le professeur, même si... Lequel? Le professeur. Guillet. Parce que nous sommes d'accord, il a quand même admis que les institutions sont une condition nécessaire mais pas suffisante. Nous sommes d'accord. Oui, Donc, il faut d'autres choses. oui. Mais ces choses-là, il faut être réaliste. Parce que si on est populiste, on peut dire aux Camerounais, on peut régler tous leurs problèmes du jour au lendemain. Mais
remettons-nous dans le contexte du Cameroun, d'un jeune État que nous sommes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux. Mais c'est quand on analyse finement les politiques. Le professeur a pris le problème monétaire. C'est d'abord un problème technique. On peut mener un débat technique dessus pendant 1 an, 2 ans, et nous verrons même que ce débat est purement inutile dans le monde d'aujourd'hui. La preuve, lorsque, comme nous, les Européens se sont mis à la monnaie commune, vous savez, tous les populistes européens ont mobilisé les gens pour leur dire nous perdons la souveraineté monétaire. Est-ce que c'est la condition que nous autres Africains, monsieur le maire, les conditions dans lesquelles l'Europe entre à l'euro, reconnaissez quand même que ce n'est pas dans les mêmes conditions que les sont dans les conditions. Le franc CFA est d'abord une monnaie commune. Oui. De part et d'autre, les deux francs CFA sont des monnaies communes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et avoir une monnaie commune implique des contraintes et des pertes de souveraineté. Donc ça va de soi. Et ça a été le cas en Europe. Parce que les Européens, ils se sont mis à la monnaie commune après nous. L'Afrique a eu... Pour revenir à la monnaie unique. Chez eux, c'est unique, pas commune. Oui, non. Unique et commune, c'est pas pareil. C'est commune. On peut être d'accord, techniquement, on peut trouver le point d'entente. Mais sauf que les populistes européens ont mobilisé les masses pour dire ça, c'est une perte de souveraineté. Monsieur le maire, on ne peut pas nous en sortir. Il ne faudrait pas qu'on perde. Il faut sortir de l'euro. Non, est-ce que vous entendez encore 1, 2, 30, 20 ans après dire qu'il faut sortir l'euro, que c'est une mauvaise. Vous entendez encore ce débat en Europe? Monsieur le maire. Et pourquoi vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Donc c'est pour vous dire que le franc monétaire que j'entends beaucoup plus les politiciens mener, moi j'aimerais que ce soit les experts, les directeurs, les techniciens de la BEAC, le directeur de l'émission monétaire, qu'ils nous expliquent. Parce que vous politisez quelque chose aujourd'hui, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes plus dans le bon logiciel. Ça, c'est des problématiques de 1960. Le professeur... voilà. Bon, franchement, c'est des histoires dépassées aujourd'hui. 1980. Aujourd'hui, la monnaie peut être gérée par une banque. Monsieur le maire, vous voulez politiser la monnaie qui n'est plus d'actualité. Non, je parle de la monnaie. Techniquement, un logiciel dépassé. Je vais y revenir. Un logiciel dépassé. Il dit des choses graves là. C'est pour vous dire que... Très grave. Quand on est d'accord sur la mise en place des institutions modernes pour les générations à venir, on peut débattre de toutes ces questions techniques et solutions. Et je sors avec vous avec une question en 1 minute, monsieur le maire Atemengue. Le président Paul Biya, vous l'avez dit, politique hors pair, diplomate fin. Mais au-delà de ces aspects qui, pour certains, je mets des guillemets, sont inhérents à sa personne, à sa capacité à se projeter, à se réinventer dans une logique de préservation du pouvoir, est-ce que, avec lui, dans cette logique de pérennisation des acquis, il aura porté l'ambition Cameroun. Lorsqu'on parle ici de bien-être des populations, lorsqu'on parle ici de prestige, de souveraineté, est-ce que le président Paul Biya aura été à la hauteur 41 ans de magistère? Il n'y a pas plus de souveraineté que la démocratisation. C'est la démocratisation qui redonne la souveraineté aux Camerounais. La démocratisation, c'est quoi la définition de la démocratie? C'est l'expression de la souveraineté du peuple. Donc, si avant 82, il n'y avait pas de démocratie, comment vous pensez qu'il y avait souveraineté? Comment vous définissez cette souveraineté? Je pense qu'elle n'est pas... Sauf si nous sortons du logiciel républicain démocratique, là on peut se souvenir, tous les États non dictatoriaux. Permettez que je pose une question au maire. Vous me dites, le président Paul Biya a fait quoi de la souveraineté? Il l'a d'abord redonné aux Camerounais. Et nous en sommes fiers et héritiers de cette souveraineté. Aujourd'hui, quand on parle d'entrave, de néocolonialisme, on ne peut pas en parler en démocratie. Merci. On ne peut pas en parler. La meilleure façon de libérer, ça vaut en économie, c'est de libéraliser. Merci, monsieur. Un Camerounais qui pense qu'il doit aller acheter son matériel le moins cher de bonne qualité en Chine,
il prend l'avion, il y va. Il n'est pas attaché entre les mains. Merci, monsieur. Merci, on vous a compris. Je pense que la libéralisation en soi a restauré la souveraineté au Camerounais et c'est un héritage que le président laissera. Merci, monsieur le maire. Professeur Messanga Nyamdjing, la thématique reste la même. En 41 de renouveau, le RDPC peut-il survivre à Paul Biya? Nous avons abondamment épilogué sur les aspects techniques. La question financière a été réinventée, réévoquée sur ce plateau. La question politique, je sais, et beaucoup de Camerounais Une minute. Oh là là, non, il faut que nos auditeurs nous comprennent bien. Ce que je voulais répondre sur les questions monétaires, c'est que tous les États monétaires, tous les États modernes aujourd'hui ont constitutionnalisé l'indépendance de leur banque centrale. Merci. Donc, ce n'est fait plus l'objet d'un débat politique dans un État moderne. Merci, la monnaie. Merci. Voilà, c'est constitutionnel. Merci. Même en Europe, aux États-Unis, la banque centrale est indépendante des politiques. Merci. Ce n'est pas ça. Professeur Messanga, nous allons donc revenir sur les aspects politiques avec votre maître politique, comme vous aimez à présenter le président Paul Biya. Aujourd'hui, que même au sein de la formation politique qui vous accompagnait, alors que vous accompagnez hier, des voix, des discours, des attitudes peuvent être sujettes à équivoque. Est-ce que, comme certains le pensent, le RDPC pourrait être condamné à perdre sa superbe au cas où son concepteur ne serait plus de la partie? Non, je pense que je voudrais dire aux Camerounais des choses audibles. Oui. À l'occasion de ce 41e anniversaire d'accession du président Paul Biya à la tête de l'État camerounais. Quand je dis audible, c'est que lorsque vous suivez un homme, une haute personnalité comme le président Paul Biya, vous essayez de porter son idéologie. Oui. Le renouveau, vous savez, quand on crée le renouveau, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas du PC, il n'y a pas de MRC, c'est le renouveau qui repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la rigueur. La moralisation, le deuxième. Le troisième, l'ouverture démocratique. Et le quatrième pilier, c'est la justice sociale, portée par le président de la République. Et le cinquième pilier, et ça il faut le dire avec autorité, c'est le rayonnement diplomatique où le président veut mener une diplomatie de présence. Alors, à partir de ces idéologies, cette vision, ces idéologies, oui, que nous avons baptisé le biaïsme, parce que je voudrais vous dire que ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Lorsque, dans les années 90-91, nous mettons en place de ces structures, inscrites en France sous le terme d'association des amis de Paul Biya, enregistrées au Cameroun sous le nom de Association des amis de Paul Biya. C'est Béthia Somo qui est préfet parce que beaucoup ont cru que c'était un jeu. Nous, on a eu le courage de dire que nous allions être des sentinelles de l'idéologie portée par le chef de l'État. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que l'association des amis du président Paul Biya existe. Elle aura bientôt 30 ans. Alors, professeur Nyamdjing, la citadelle que vous, en tant que sentinelle, étiez censé protéger, est-ce qu'elle a été atteinte, envahie par les ennemis? Pas du tout. C'est pourquoi je vous dis, pour faire un bilan, j'ai dit que j'allais dire aux Camerounais des choses audibles. Allez-y. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un État, du point de vue même de la science politique, ne repose pas seulement sur les institutions, mais la qualité des hommes. Oui. Et vous verrez que les deux piliers qui accompagnent l'État, et d'ailleurs c'était l'intention du président, c'est le gouvernement et son parti politique qui, créé en 1985, le RDPC, avait pour mission essentielle de vulgariser, de sensibiliser à l'effet de mettre en œuvre la vision du président de la République. Alors, si nous allons donc chercher au gouvernement, est-ce que les projets du président ont été atteints? Moi, j'ai dit, il faut nuancer. Sur le plan politique, oui, il y a eu la démocratie. Oui. Les gens s'expriment. Sur le plan social, il y a eu des écoles, des universités, et des hôpitaux. Il y a eu toute une dynamique, d'ailleurs portée jusqu'aux années 2010-2011. Mais sur le plan économique, il faut quand même rappeler que prenez le discours du chef de l'État. Moi qui suis un de ses exégèses, ça je le dis aussi avec autorité, quand il a son discours de prestation de serment, il dit qu'il prend un Cameroun qui se porte bien. Et il qualifie le président Ahidjo d'un géant de l'histoire.
Oui. Tout simplement parce que quand le président arrive, nous avons cette région très profonde. Le Cameroun est équilibré en termes d'infrastructures. On a des grandes villes comme Maroua, Garoua, Ngaoundéré, comme Samba, Bafoussam, Bamenda, etc., Douala, Yaoundé et autres. Et c'était des villes équilibrées où il faisait bon vivre et il y avait une dynamique administrative qui accompagnait cela. Aujourd'hui, 41 ans après, lorsque le chef de l'État arrive, je vous donne des chiffres où le président Paul Biya lui-même, en 2013, il s'est posé la question de savoir, dans un discours à la nation, je me rappelle, comment ce qu'on arrive à faire ailleurs, on ne peut pas le réaliser chez nous. que nous manque-t-il? N'oubliez pas, que nous manque-t-il? C'était l'échec total. Sur le plan économique, il a eu des trahisons. L'échec des barrages de Mauvais. Mais vous, en 2013, Permettez-moi. vous continuez à accompagner le chef de l'État. Mais nous ne vous, la sentinelle, vous ne sonnez pas déjà la main. L'idéologie n'est plus respectée. Nous nous battons pour ça. Est-ce que vous l'avez dit, professeur? Écoutez, est-ce que vous moi, j'ai la avez chance. la lettre au président que l'idéologie avait un problème et que le choix des hommes aussi commence à avoir un problème? Oui, mais ça, le problème est de faire un bilan. Et de dire que moi, je l'ai dit, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la République. Pas une fois, pas deux fois. J'ai eu la chance de publier. D'ailleurs, M. Atemongo, qui est devant nous, a publié un ouvrage qu'on appelle Cameroun d'impasse. Et un ouvrage bien, d'ailleurs, parce qu'il était très critique à l'égard du régime. Allez voir cet ouvrage à la matin. Moi, j'ai le Cameroun de l'impasse. Oui, sortir le Cameroun de l'impasse. Mais lisez cet ouvrage épineux de mon frère et de mon ami Atemongo. À cette époque, il était déjà à LDPC. Je ne juge pas. Je parle de l'intellectuel. Allez voir qui il accuse dans cet ouvrage. Moi, j'ai écrit deux. Paul Biya, l'État et le RDPC. Et j'ai écrit récemment Paul Biya, architecte du compromis communautaire complexe. À partir de là, je vous donne des chiffres. Je vous donne des chiffres. Si j'ai salué le bilan du président de la République sur le plan politique et social, je veux rejoindre une fois de plus le président de la République pour dire que quand il lance l'opération Épervier, c'est qu'il n'en revient pas. À ce niveau, professeur, permettez qu'on mette à vous ne me laissez pas. Comme vous faites pour les autres, si vous me laissez parfois parler, je vous en prie. Vous évoquez un aspect important, d'accord. L'opération Épervier. Oui. À ce niveau encore, je reste avec vous. Est-ce que ce n'est pas un des premiers signes de la part du président qu'il reconnaît s'être un tout petit peu trompé en termes en termes de casting, il faut que je vous dise que moi je ne fais pas de la flagornerie quand j'arrive sur un plateau. Je viens vous donner des chiffres palpables. Lorsque le chef de l'État, mon maître politique, arrive aux affaires, le Cameroun est doté de 750 sociétés d'État. Oui. Je peux vous dire quelques-unes. Quand vous voyez, il y avait par exemple sur le plan économique ce qu'on appelle les banques d'investissement. Vous avez le FONADER, vous avez la BCD, vous avez le FOGAP, vous avez la Sodencam qui étaient des structures. Et je ne vous parle pas des grandes sociétés d'État qui fonctionnaient comme la CAMER, la CAMCHEP. C'est tombé. Donc il faut que si vous soutenez un maître, c'est l'accompagner dans les voies ou dans les tentatives de mise en œuvre de sa politique. Or, qu'est-ce que vous observez sur le président Amadou Ahidjo? C'est qu'il y avait, à un moment donné, une classe politique de relais. Ça veut dire quoi, du point de vue de la sociologie politique? Quand vous allez, par exemple, au centre, dans une ville comme le centre, l'ex-centre sud, vous aviez des personnalités politiques assises de relais, comme André Fouda, vous aviez des gens comme Onanawana, Charles. Quand vous allez à l'ouest, vous trouvez des gens comme Jean Kecha, Paul Dontor. Quand vous quittez des gens solides, vous allez à l'est, chez Olivier Binet, vous aviez des gens comme Sabaleko. Dans le grand littoral, vous avez des personnalités. Et puis aujourd'hui, pourquoi j'arrive, il faut les citer. Et Kwabi Wanejan, dans le Grand Nord, vous avez des gens comme Ibrahim Ouadjiri, Makano Abdoulaye, et des gens comme Sadou Daoudou. Il y a un effondrement même du personnel politique sur le renouveau, parce que à chaque échelle de la société, on a détruit ceux qui voulaient s'exprimer et accompagner le président. Aujourd'hui, le président Paul Biya est un homme seul. Lorsque vous observez le lendemain gouvernemental, c'est autant de militants. Écoutez, vous savez, je ne fais pas le procès ou l'analyse des œuvres de l'esprit, ou parce que vous êtes président de la République, tout le monde vient vers vous. Moi, je vous parle des choses palpables. Où vous voyez, par exemple, une ville comme Yaoundé, ma grand-mère est du Fundi. Tamba, c'est un de mes oncles, et parlant Edouard. La mère de ma mère est Edouard, c'est mon oncle, ce monsieur, c'est mon grand-père.
Et je vous dis d'ailleurs que vous n'aviez plus ces repères où il y avait une construction en termes de valeur. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous comprenez qu'à partir de là, je voudrais chuter en vous disant que lorsque le président Paul Biya met en place le RDPC, l'échec vient de ce que il a un choix à faire. Entre des conservateurs à un moment donné qui étaient connus par des gens comme Singapour, même s'ils sont devenus des traîtres après, et des rénovateurs comme Gango qui voulaient une rupture. Lorsque ceux-là disaient qu'on ne fait pas, on ne met pas du nouveau vin dans les vieilles autres, je voudrais vous amener à comprendre que l'échec est patent sur le plan économique parce que toutes les sociétés ont foutu le camp. Regardez comment fonctionne aujourd'hui notre pays, le Cameroun. Il est caractérisé par quoi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. Regardez les affaires de la Cannes, regardez les affaires du stade Paul Biya. Mais regardez, le chômage est criard, il n'y a pas de référence. Sur ce plan, quand vous soutenez le président, nous devons être capables de dire que si, à un temps C aujourd'hui, le président Paul Biya quitte le pouvoir, écoutez, j'ai bien peur que le président se retrouve à ne pas s'inscrire dans notre histoire comme il a voulu parlant de la prospérité. Je voudrais terminer en vous faisant remarquer quelque chose de très important. 41 ans après, nous avons des crises que, malheureusement, parce qu'il y a des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, on fait un mode de faux président. Parce qu'ils ont dessus le président. Hein. Ça, je n'accuse pas le président en tant que tel. Mais je fais tout simplement remarquer que le Nozo, je vous donne des chiffres et je termine avec ces chiffres. 6 000 morts. 2016 année jour. Aujourd'hui, on parle de 6 500 morts. Je vous donne les références. Ceux qui nous écoutent, allez à Google. 6 000 morts. 6 500 morts. À la fois, nos soldats et nos compatriotes. Est-ce qu'on pouvait régler différemment ce problème? Je dis oui. En faisant quoi? Le président étant celui qui, comme il a lui-même dit, un mendiant de la paix. Mais le mendiant de la paix aurait pu faire, au lieu de faire le grand dialogue national, moi j'ai été à la grande commission du littoral où, dans notre rencontre avec le Premier ministre, le ministre d'État et sort, tous ces gens nous suivent, moi j'ai dit que c'était inutile d'élargir le grand dialogue national aux francophones. Toumi a essayé, malheureusement, on n'a pas pu laisser Toumi faire son anglophone, haute conférence anglophone, cette conférence qu'il voulait faire. Que venaient chercher les francophones dans une crise anglophone? Deuxièmement, prenez la guerre d'Inozo qu'on a jugulée. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Grand Nord et la destruction du Grand Nord, où les enfants sont au chômage, où déjà le Grand Nord a souffert par des morts, lors de la tentative de coup d'État, où toute une élite a été décimée, parce qu'à un moment donné, certains chez nous au Grand Sud ont fait croire au président de la République que le coup d'État venait du Nord. 8 000 morts. Si vous prenez 8 000 morts, Boko Haram, 6 000 morts dans cette affaire du Nozo, on a encore fait 45 personnes sont encore tombées aujourd'hui. Vous pouvez quand même vous dire que, contrairement à ce que le président Paul Biya et ce qu'il, au regard de ce qu'il a voulu faire du Cameroun, et je n'ai pas dit, je tiens à le préciser, qu'il y avait un échec économique qui n'était pas préparé. Mais je répète ceci, il n'avait pas suffisamment entre ses mains des instruments politiques pour l'accompagner du fait du conflit avec le président Ahidjo. Bon, c'est parmi ces échecs, je vais terminer. Vous voyez, quand les autres parlent, je les suis aussi quand même. Parmi ces échecs, le conflit Biya-Ahidjo est à l'origine du conflit que nous avons aujourd'hui. Deux, mais le changement de monnaie, lorsque des hommes, certains hommes et femmes se sont levés et ont dit qu'il fallait changer les biens de 10 000 avec l'effigie d'Ahidjo en biens de 10 000 avec l'effigie de... Vous savez combien de milliards on a perdu? Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il y a quelque part une responsabilité politique qui consistait à être hégémonique. Et puis troisièmement, mais le problème des hommes. Le problème des hommes. Quand vous voyez le nombre de personnes en prison, vous voyez aujourd'hui le flottement qui règne avec un État où certains collaborateurs du chef de l'État ne donnent même plus la possibilité aujourd'hui au Premier ministre d'agir. Avec ce que nous connaissons, quand ce ne sont pas des hautes instructions, c'est tout simplement une violation de l'article 12 de la Constitution. Merci. Nous pouvons nous poser la question sérénement qu'aujourd'hui, est-ce que, au-delà du fait que le président soit pris en otage par quelques criminels politiques, par quelques bandits en col blanc qui ont pillé, dispose-t-il encore de moyens
au regard d'une logistique belle. Là, je rejoins Atemengue. Institutionnelle. De lutte contre la corruption. Quand on voit qu'aujourd'hui, la gangrène du Cameroun, l'affaissement du Cameroun 41 ans après, c'est la corruption. Devions-nous commémorer? J'ai dit, faites attention. Au moment où nous sommes sur ce plateau, certains n'ont pas de l'eau, certains n'ont pas d'électricité, la vie est chère, et faites attention. Là, je m'adresse à Temengue et à mon grand-père Tamba. Ne continuez pas à vous exposer et à exposer le président quand on sait qu'actuellement, je reprends ce terme de Valsero, le Cameroun va mal. Il va très mal. Merci, professeur. Parce que certains ont tout détruit. Merci, professeur. Monsieur le maire Tamba, je vous donne la parole, puisque vous avez envie de la prendre. Merci, j'aime bien écouter le professeur Messanga parce qu'il parle avec le cœur. Je n'ai pas de peur. Là, je parle en abhorrant ma touche. Oui, je n'ai pas le cœur. Quand le cœur parle, on se laisse aller. Oui, je voudrais quand même dire quelque chose. Pour revenir sur les propos du professeur Billet de tout à l'heure, là, aujourd'hui, il n'aime pas critiquer les patriarches, mais aujourd'hui, je voudrais dire que nous sommes sur un plateau où il a une autre génération. Il faut bien qu'on se critique ici, qu'on se dise des choses sur ce plateau. Oui, dites-le. Non, il dit que il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Je pense il allait... Le logiciel. Non, vous avez parlé de stratégie. Il faudrait revoir la stratégie. Vous avez dit qu'il faudrait revoir la stratégie. Oui. Et je pensais qu'il allait critiquer la SND 30, qui est effectivement le document national pour le développement du Cameroun. La SND 30. C'est ça qui devrait aujourd'hui faire changer tous les jours de stratégie, de document. Non, on n'a pas changé de logiciel. Il ne faut pas changer. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, par courtoisie au moins. Et il a parlé des statistiques. Je ne sais pas d'où sortent ces statistiques. 4% des sociétés, des entrepreneurs qui referment la porte. Oui. Autant on referme, autant on recrée. Mais je voudrais dire, je suis entrepreneur à la base. Je voudrais dire qu'il faudrait déjà qu'on sache à quel niveau on se situe. Il y a les TPE, très petites entreprises, il y a les PME, qui sont des petites entreprises, il y a des grandes entreprises, il y a des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. C'est ça qui a fait la prospérité du Canada. Je suis désolé, la Banque des Jardins est fondée essentiellement sur l'économie sociale et solidaire. Il y a également le secteur informel. Oui. Donc, quand on veut afficher des statistiques, il faudrait qu'on nous donne la source et les différentes divisions dans les régions dans lesquelles on se trouve. Ça, c'est ce que je voudrais dire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, s'agissant du chaos économique que parle le professeur Messanga, on peut partager un certain... Chaos managérial aussi. Parce que chaos managérial, chaos économique... La capacité et les choix des hommes par le président de la République. Oui, nous allons peut-être... des trahisons aussi. Je pense que du fait de le premier blocage, de ça. Une économie est d'abord fondée sur une construction d'un certain nombre d'infrastructures. Il faut de l'énergie, il faut des routes. Mais quand le président Ahidjo arrive au pouvoir, on nous contraint, il dit qu'il n'ira pas au Fonds monétaire international. Paul Biya dit qu'il n'ira pas au Fonds monétaire international. On les contraint. Sous les mauvais conseils de mon côté. Non, la macro-politique. Je ne pouvais pas faire des attaques. Non, permettez-moi de dire quelque chose. Oui, professeur. Permettez-moi de dire quelque chose, professeur. Il y est contraint par des contraintes macro-politiques. Le Fonds monétaire international arrive. Il interdit d'investir dans d'autres choses. On nous autorise l'éducation de base et la santé. Professeur Billet, je voudrais que vous vous souveniez de cela. L'éducation et la santé. Ils se mettent tous d'accord en Occident pour nous contraindre et continuer à piller quand même le Cameroun. Monsieur le maire. Et le président Paul Biya, donc, 20 ans après, n'a pas de marge à manœuvre. Il lance donc dans une politique de diversification économique et se retourne vers la Chine, se retourne vers la Turquie, se retourne vers d'autres pays. C'est pas moi qui le dis. Il a dit. Est-ce que en 2023, monsieur le maire, il fait la diversité économique. Ce choix est encore justifiable et encore défendable. Nous sommes quand même sortis choix n'est pas des politiques d'ajustement. Nous sommes sortis. Mais vous perdez 20 ans.
Vous perdez 20 ans. De l'initiative PPTE. L'initiative PPTE. On n'investit que dans l'éducation de base et la santé. Quel est ce pays qui va se développer sans des intellectuels, sans des industries? Voilà ce qui plombe la politique économique du président de la République. D'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des manquements, mais c'est ça, professeur. Beaucoup de professeur en col blanc. Professeur, je ne ferai pas le procès des bandits. En col blanc. C'est toi le président blanc. Je voudrais également rappeler que ce sont ces contraintes qui nous amènent dans les couloirs des privatisations, qui font tomber la Camel, Camchip, qui font tomber systématiquement toutes les entreprises camerounaises. Et maintenant, pour chuter, les gouvernants ne sont pas imputables au président de la République. On a vu des acteurs de l'opposition prendre les arènes des entreprises publiques ici. On sait ce que ça a donné. Je ne vais pas citer les noms. Alors, pour revenir, pour changer de logiciel, puisque le professeur Binet aime bien le changement de logiciel, je pense qu'on a de l'espoir. Paradigme. On a de l'espoir parce que la capacité énergétique et infrastructurelle que le président nous a donnée aujourd'hui, avec 5 barrages de très grande capacité, Menveule, Lompangar, qui est un barrage réservoir, qui code Natigal et bien d'autres qui sont en gestation permettront de faire, mais bien sûr, aujourd'hui on en a 3 aussi déjà opérationnels, permettraient aux Camerounais de pouvoir entrer dans l'industrie. Et moi je veux parler de la décentralisation. Vous nous avez privé de parler de la décentralisation. Je vous ai dit à l'entrée de cette émission que c'est une des plus grandes réformes portées par le président de la République. Nous avons organisé les journées économiques internationales des communes et en nous adossant sur les lois de la République, l'article 38 et 52 du Code de la décentralisation nous autorise à le faire. Monsieur le maire, vous faites bien de le dire, mais justement, pour ne pas perdre ceux qui nous regardent, la décentralisation telle que vous la voulez, elle s'exprime aussi avec de nouveaux logiciels et de nouvelles terminologies. Nous avons maire de ville, président de région et bien d'autres termes. Mais alors, nous avons vu récemment un épisode de confusion de cette décentralisation avec une prise de parole qui ne vous a pas échappé à vous, homme politique averti. Nous avons suivi monsieur le président de la région du Centre, Gilbert Tinyevouna, qui a pris la parole justement pour, d'une façon plus ou moins claire, tenser un autre acteur de la décentralisation. Est-ce que même cette décentralisation-là, aujourd'hui, est sujette à question lorsque l'on connaît le tollé qui a eu autour de cette sortie où certains ont estimé qu'un nommé donnait des leçons à un élu? Alors, je ne voudrais pas entrer dans ce jeu-là. Oui. Je voudrais parler de la décentralisation et des vertus de la décentralisation. Les avis du président de la région du Centre n'engagent que lui. Oui. Maintenant, c'est lui qui a subi les frasques. Il sait qu'il n'a qu'à bien se tenir. Je voudrais dire que la décentralisation porte des espoirs de développement dans ce pays. Nous sommes entrés là-dedans, nous sommes entrés dans une science, dans un laboratoire pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de faire changer les paradigmes comme le proposait le professeur Binet tout à l'heure. Nous avons organisé au Cameroun les journées internationales des communes, les journées internationales économiques des communes, en abrégé GECOM, 2021-2023. Je voudrais dire que c'est la première fois qu'on organise un événement économique de cette taille dans ce pays. Professeur Binet, si vous en avez conscience, rappelez-moi quand est-ce qu'on a fait autre chose dans cette dimension. Nous avions 23 entreprises du MEDEF, dont 10 du CAC 40. Oui, conduites par le président monde de Razel, 26. Et quelles sont les retombées? Justement, les retombées sont là, professeur. Chantier. Ne m'arrêtez surtout pas, professeur. Je ne vous ai pas arrêté depuis. Il y a une... Heureusement que je ne peux pas le gêner. Heureusement que tu ne peux pas me gêner. Le temps va nous manquer. Alors, le temps va nous manquer. Aujourd'hui, les retombées, c'est que nous sommes en train,
c'est le secteur primaire d'abord qui est visé, la sécurité alimentaire. Donc l'agriculture, l'élevage, l'économie qu'on critique aujourd'hui. Le président de la République a permis qu'on construise un abattoir de petits ruminants sous-régional dans ma commune. 17 milliards de francs. 50 millions de volailles en 3 mois. Nous allons le faire. Ça va permettre, le maire Atemungu est déjà à l'expérience, ça va nous permettre, nous avons créé la ceinture économique de la région du centre. Avec des partenaires que nous allons rencontrer lors de GECOM, nous allons faire des élevages géants de volailles, de porcs, etc. pour être traités dans cette centrale qui a été mise à la disposition des Camerounais à Yaoundé. Merci, monsieur. Nous avons rencontré d'autres opérateurs économiques avec lesquels nous sommes en train de mettre un projet de développement agricole où la BAD souscrit à un financement de 150 milliards de francs qui va créer des millions d'emplois. Vous savez, c'est le secteur de primaire qui va créer des emplois. Merci. On est en pleine activité. La réclame. Monsieur le maire, rencontrer le professeur Massanga pour que nous puissions travailler ensemble sur ces problématiques. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine évolution. Et la décentralisation a son acte de naissance il n'y a pas très longtemps. Merci. Et nous sommes aux commandes. On a demandé où sont les hommes. Je voudrais dire que nous sommes là, nous sommes les acteurs. Merci, monsieur le maire Tamba. Professeur Olivier Billet, je vous pose plus de questions, je vous donne la parole. Oui, je vous remercie. Voyez-vous, je tombe des nues. Je suis presque, je dirais, éberlué parce que j'essaie de me mettre à la place des Camerounais, des petits Camerounais qui nous suivent actuellement au quartier. Ils sont nombreux Je peux vous assurer que quand ils écoutent certains d'entre nous, les gars, ils doivent... Qu'est-ce que vous proposez? On va y venir. Monsieur le maire Tamba. Qu'est-ce que vous proposez? Je ne vous ai pas interrompu. Tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Par 2 fois. Vous avez peur que je revienne sur le bilan. Par 2 fois. Je reviens, Stéphane Barga, sur... Qu'est-ce que vous proposez? Je fais le bilan. Je reviens sur 2-3 points. Premier point, le bilan, je l'ai dit, sur le plan éthique et moral, malgré les concepts creux, de rigueur, de moralisation, nous amène vers quasiment une situation où on a, je dirais, tout un corps d'État qui se trouve dans nos 11e provinces, dans nos prisons. Et ça, vous me voyez extrêmement inquiet, parce que quand vous évoquez tous ces projets, monsieur le maire Tamba, je me dis, mais au fond, on a connu tout ça par le passé. Hein. Vous savez, il y a eu beaucoup d'argent qui est passé par le FOGAP, par la banque Crédit Agricole, par la BCD, par toutes ces banques que vous avez évidemment abîmées, parce que le logiciel éthique, ce sont le logiciel. Ce ne sont pas les fonds de l'État, ce ne sont pas des deniers publics, monsieur. C'est de l'entrepreneuriat privé. Vous ne pouvez pas m'interrompre. Vous l'avez fait Monsieur le maire, ne m'interrompez pas. Vous l'avez fait 2 fois. S'il vous plaît, je vous la ce que je dis semble vous embêter beaucoup. Je crois qu'il faut bien comprendre que quand mon estimé collègue Pascal Charlemagne Massanga Nyamding parle de 750 entreprises qui sont par terre, c'est la conséquence tout simplement de, je dirais, de la décrépitude du système. Les contraintes des bailleurs de fonds. C'est la... Non, du tout. C'est la décrépitude d'un système qui a établi la corruption d'État comme système de gouvernance. Le clientélisme d'État, qui est consubstantiel du régime RDPC, est à l'origine de ce, j'ai envie de dire, de toute cette bérésina qui a été mentionnée par Nyamding Massanga. Comprenez cela. Parfois, nous avons cherché loin les causes de ce problème-là, de ce manque d'éthique et de morale dans la gouvernance publique. Elle n'est pas ailleurs que dans cette logique qui veut que on donne des positions de pouvoir à des gens pour qu'ils mangent et ils peuvent voler à satiété. Je crois que vous m'avez posé la question maintenant de ce que nous préconisons. Et là, nous sommes au cœur. Monsieur le maire Tamba, oui. Tenez-vous prêt. Vous allez peut-être changer de camp. Tenez-vous prêt. Et là, je parle aussi au maire Atemungu, à qui, naturellement, il manque un certain nombre d'éléments au niveau de sa grille d'analyse sur les questions économiques et monétaires.
mon maître à penser en matière économique, premier professeur agrégé de sciences économiques du Cameroun, qui s'appelle Joseph Tunjiang Puemi, dit que la monnaie précède la production. La monnaie, une monnaie... Attendez, on va le faire. Nous attendons les propositions. Ce que je veux dire simplement, oui, ce que je veux dire, c'est pas un cours sur la monnaie. Ce que je veux dire, ce que je veux dire ici, et ne m'interrompez pas s'il vous plaît, c'est des choses extrêmement importantes. C'est-à-dire que, vous voyez, mes copanélistes semblent penser que le développement c'est quelque chose qui se produit comme cela, sans un certain nombre de prérequis, sans un certain nombre de conditions essentielles. Je veux simplement leur montrer que, en réalité, l'une des causes fondamentales de l'échec précisément du président Biya, vous savez que l'économie et la monnaie sont au centre de la société dont elle commande les mouvements, c'est précisément le fait que, étant lui-même d'extraction néocoloniale, en tant qu'ancien cadre de l'IHEM, l'Institut de hautes études d'outre-mer, étant lui-même un acteur qui s'est interdit, parce qu'il faut quand même rappeler que Tunjiang, à son époque, avait fait des propositions au président Biya, et il avait même dit qu'il voulait travailler à ses côtés. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. En réalité, ce qui se passe, c'est que le système auquel appartiennent mes bons amis sur ce plateau est un système qui ne peut pas, qui est programmé pour produire des pénuries, de la rareté. Parce que quoi? Parce que fondamentalement, l'hypothèse sur laquelle ils sont assis, l'hypothèse de développement, elle est faussée, elle est fausse. Ils ne comprennent pas en réalité une chose très simple, c'est que dans le fond, il est indispensable pour un leader, pour des acteurs d'une vision politique, de mobiliser un certain nombre d'outils essentiels. Et ces outils sont au moins 2 ou 3. Je commence d'abord par l'outil, je crois, l'outil qui réside dans ce que j'appelle la base spirituelle et éthique. On a besoin qu'il y ait une véritable, un socle civilisationnel dans lequel l'acteur installe sa proposition, sa vision. La deuxième chose qu'il faut, la deuxième chose qu'il faut, ont toute la capacité de pouvoir... Mais il faut bien dire les choses. Allons à quelque chose de plus simple, qui rejoint ce que je voulais dire. Rapidement, professeur. C'est que, lorsque vous avez donc une monnaie, si le président Biya avait disposé d'une monnaie indépendante et souveraine, ce que tous ces économistes organiques ne lui ont jamais dit, parce qu'ils l'ont amené vers ce que j'appelle généralement l'hypothèse des infrastructures, qui est une hypothèse fausse, eh bien, il aurait mis la monnaie au service de l'économie camerounaise et au service des jeunes Camerounais pour créer des emplois de manière massive. L'autre nom de la monnaie, ça s'appelle le crédit. C'est pas ce crédit qu'on va aller chercher à la Banque africaine de développement ni dans je sais pas quelle institution canadienne. En réalité, non, il faut que vous compreniez, c'est une démonstration d'économie fondamentale. Nous attendons toujours. Non, c'est pas une affaire d'enfant. C'est pas une bagarre. Je le dis extrêmement simplement. Je dis que dans un pays donné, vous prenez l'instrument qu'on appelle la monnaie, autrement appelé le crédit. Vous le démocratisez. Vous le rendez disponible pour l'ensemble de ces jeunes que nous formons dans les universités et tous les autres auxquels nous allons donner des éléments de savoir, une expertise dans le domaine de la formation professionnelle. Vous leur donnez la possibilité de créer des start-up de manière massive. Vous avez cité tout à l'heure les différents... C'est pas au Cameroun déjà aussi. Comment? C'est quand même le cas aussi. Non, c'est pas le cas. Il n'y a pas au Cameroun. Et là, je parle de la monnaie neuve qui sort du système bancaire, qui sort de la banque centrale. C'est une monnaie neuve qui vient, en réalité, j'ai envie de dire, gonfler la masse monétaire et permettre que les jeunes, qu'on ne leur dise pas aller faire l'agriculture parce que la terre ne trompe, la terre ne trompe pas, mais on leur donne les moyens nécessaires pour réaliser des projets agricoles, pour réaliser des projets agro-pastoraux, pour réaliser des projets dans le domaine même de la petite agro-industrie. Et c'est ainsi que, de manière progressive, une économie comme la nôtre, qui est aujourd'hui dans une situation de sous-emploi massif, peut partir d'un niveau moins 500 dans lequel elle se trouve aujourd'hui, pour migrer vers un niveau plus 500. Comme proposition. Et peut-être qu'il y a un élément absolument essentiel. Un dernier élément. Stéphane, vous avez laissé le temps à mes contradicteurs. Vous avez le temps de parler. Laissez-moi aussi. Je vous fais savoir quand même que sur ce plateau, il y a un minimum
2 ou 3 acteurs, parce que mon estimé collègue est biaïste également. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour montrer que, et je finis là-dessus, c'est quand vous avez donc réalisé, vous avez atteint le niveau de plein emploi. C'est quand vous avez atteint le niveau de plein emploi dans votre pays, parce que vous avez mis en mouvement toutes les forces productives par la monnaie, comme maintenant, vous pouvez utiliser les ressources issues des marchés financiers pour faire déplacer cette limite du plein emploi vers un niveau plus élevé. Merci. Bon, voilà, alors, monsieur le maire, merci pour le cours magistral, le professeur Olivier Billet. Il nous reste 5 minutes, monsieur le maire Atemengue. Malheureusement, on va vous demander comment est-ce que vous entrevoyez les prochains jours, les prochains mois, et on mettra le curseur à 2025. 2025, c'est pour ça que votre thème, à vrai dire, quand vous me l'avez envoyé, je me suis posé des questions. Oui. Parce que je voulais relayer aussi les questions des Camerounais. Bon, il se pose donc de mauvaises questions. Ne relayez pas de mauvaises questions. J'ai dit au peuple qu'au RDPC, nous ne nous posons pas ce type de questions pour l'instant. Quand vous parlez de 2025, ça veut dire qu'il y aura une échéance présidentielle. Oui. Donc nous ne parlons pas du RDPC qui va survivre après Paul Biya. Nous parlons des préparatifs pour l'élection présidentielle en 2025 avec pour candidat le président Paul Biya. Donc vous voyez que nous ne nous posons pas les mêmes problèmes. Vous parlez à votre peuple, sauf vous parlez à vous. Vous parlez à vous ou vous parlez au peuple? Lorsque vous répondez ainsi. Je vais dire, je sors de Ngoumoula. 700 militants ont signé une motion de soutien et un appel à candidature au président Paul Biya. Je n'ai pas entendu cette question. C'est vrai que c'était les militants et sympathisants du RDPC. Donc c'est pour ça que je pense que c'est peut-être les militants du président Billet. Je peux pas faire. Moi je pense que mais se pose des questions, monsieur le maire. Le problème au peuple quand même. Le problème de fond, c'est que il ne s'agissait pas véritablement d'un cours magistral, professeur. C'est l'évangile. Selon une certaine idée. C'est la science. Les années sont. C'est la science. Vous semblez allergique à la science. Olivier. Alors, DPC, on est allergique. Alors, il vous reste une vous avez un maître dépassé. Vous avez un mauvais fin pour tout le monde. L'économie ne fonctionne plus comme ça. Et n'a même pas fonctionné comme ça au départ. Oh là là. Les Keynésiens ont peut-être. On a cru à un moment que les politiques monétaires pouvaient avoir autant d'impact que ça au niveau de l'économie réelle. Mais vous savez, les bases de l'économie, le capitalisme, s'il vous plaît, on fasse un débat là-dessus. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors, nous parlons de... J'en suis, je débat sur l'économie. Puisque nous parlons au Cameroun. Oui, voilà. Alors, science aussi. Nous voulons des chemins de fer au Cameroun. Oui. Voilà. Vous voulez des chemins de fer. Quand on a construit les chemins de fer pour aller porter de l'or, du fer au Texas, il n'y avait pas de politique monétaire pour le faire. Quand on a construit, il n'y avait pas de politique monétaire. Ah bon? Qui vous dit ça? En quelle année? En quel siècle? Lorsqu'on a construit le canal de Suez, le canal du Panama même aussi, c'était il y a des obligations étrangères, des emprunts étrangers. Merci. On est au début du capitalisme. Merci. Alors, quand on a inventé le moteur à explosion, monsieur le maire, ou inventé le transistor qui est devenu le téléphone portable, le GPS et tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas une politique. Merci, monsieur le maire. Et c'est pour ça que les économies modernes sont revenues à la source. C'est-à-dire. Non, je vous ai dit, vous constitutionnalisez, je vais réaliser le populisme sur la monnaie. Je vais réaliser le populisme sur la monnaie. Monsieur le maire, vous êtes en train de la parole sur la monnaie. Merci. Dans une faculté de sciences économiques. Je crois que rester dans le domaine de communication, il faut lire les bons livres. Il faut lire les bons livres, monsieur. S'il vous plaît, cher monsieur, vous n'avez pas lu, vous n'avez rien lu, cher monsieur. Il faut lire les bons livres. Je vous pose la même question à vous.
Comment est-ce que vous voyez le marigot? Comment est-ce que vous voyez le Cameroun ici 2027? Rapidement, en 2 minutes. Oui, la première souffrance que je ressens, c'est celle du président de la République. Vous savez, de manière continue, j'ai dit qu'on pouvait tout m'enlever, mais personne n'enlèvera Paul Biya et sa vision de mon cœur. Il est un homme d'État malheureux. Parce que ce grand visionnaire, ce génie politique, malheureusement, du haut de son piédestal au palais d'études, est triste. Lorsque vous observez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a mis comme moyen et comme disponibilité, on n'a pas pu lui fournir les barrages. Ses collaborateurs n'ont pas pu lui fournir l'autoroute Douala-Yaoundé. Ses collaborateurs ne peuvent pas donner suffisamment d'énergie, l'eau singulièrement et l'électricité aux Camerounais. Et on a même atteint un stade où les instituteurs ne sont pas payés. Et quand on sait comment Paul Biya a traité son propre maître d'école, vous voyez que pour moi, je crois que soutenir le président, c'est pas faire la flagonnerie, c'est être écœuré, pleurer comme moi je fais, avec quelques biaïstes de renom, à l'effet de remédier à une corruption qui s'est emparée totalement de l'État. Parce que voyez-vous, on a le rapport de la Chambre des comptes qui est là. J'ai vu que ça ne meut personne, du moins ça ne meut pas certains ici. Et nous sommes dans une situation très difficile où récemment encore le Premier ministre, chef de gouvernement, a déploré le fait que Yaoundé soit une ville sale et que les routes même, on n'a plus suffisamment de routes à Douala, Yaoundé ou ailleurs. Je pense que lorsque nous commémorons et vous nous donnez l'opportunité de réfléchir, donnons au moins l'impression aux Camerounais que si le président est un homme de bonne volonté, je peux résumer avec tout le monde et personne ne contestera ce résumé. Le Cameroun est devenu un grand chantier depuis 20 ans. Parce qu'en réalité, dans ce bilan, le Cameroun est demeuré en chantier. Merci. Et je crois que l'intention du président Paul Biya n'était pas de voir, lorsqu'on sait qu'il est lui-même allé inaugurer l'Ompangar, il est allé à Mékin, il est allé en Chine prendre 500 milliards auprès de Amzin Bank of China, dilapider et voler, pour qu'on lui fournisse 60 km. Il est allé en Inde. Professeur, je termine. Par la réalisation. Bon, il va en Inde. Il promet aux Camerounais l'usine des tracteurs, l'usine de manioc de Bolova et l'usine des tracteurs. Je pense qu'aujourd'hui, cette souffrance, moi, je voudrais la partager avec le président de la République et le peuple camerounais qui souffre le martyre pour dire que, en réalité, ce qu'il faut, c'est le dialogue social pour une paix sociale plus forte, et de deux, c'est se battre pour que le président Paul Biya ait au moins la force, devant Dieu, de renouveler le personnel politique au sein du gouvernement. Merci, professeur. Et même au sein de son parti, ce n'est qu'à ce prix qu'on va s'en sortir, parce que le Cameroun va mal. Merci, professeur. On vous aura compris. Merci. La réalisation m'impose tout de suite de déjà aller vers la fin du programme. Monsieur le maire, vous insistez, je vous donne 30 secondes pour dire le mot. Je voudrais tout simplement saluer la mémoire de ceux qui ont été tués aujourd'hui à Manfé, parce que ce sont des Camerounais qui sont morts suite à des comportements qui ne sont pas tout à fait conformes. Et je voudrais également dire que pour le moment, je pense que c'est le président de la République, Paul Biya, qui est à la manœuvre et qui a des éléments d'appréciation que nous n'avons pas. Et je pense qu'il y a un bilan. Professeur Billet, quand le président arrive, il y a une université. Non, on ne va pas le faire le bilan. Il y en a 11 aujourd'hui. Il y en a 11 aujourd'hui. Voilà, monsieur le maire. Je ne peux pas vous retirer la parole de façon impromptue, mais la démographie, avec beaucoup de regrets, je vais me taire et laisser la parole. Non, vous n'allez même pas la laisser. Vous n'allez pas la laisser. Je vais tout de suite nous séparer de vous et de nous. Oui, professeur, malheureusement, le temps imparti à cette super production, vous aurez remarqué, est largement débordé. Nous avons bénéficié de la bienveillance du top management pour qu'on puisse aller aussi tard dans la nuit. Merci à vous d'avoir réagi. Merci à vous, chères personnes. Nous allons retrouver d'avoir accepté de partager avec nous cette belle émission. Ce moment de séance. Professeur, s'il vous plaît, on n'a pas sorti de l'antenne.
on va dire merci tout en précisant, professeur Boulet, quelque chose d'important qui concerne Info Télévision. Dès le 14 novembre, pour vous qui êtes un fidèle d'Info TV, professeur Billet, vous ne nous retrouverez plus sur le canal 307. Désormais, Info TV migrera vers le canal 317. C'est une innovation qui est à saluer et qui est aussi l'œuvre, l'estampille de notre partenaire Canal Plus Horizon, dont nous avons quitté 307 pour désormais nous retrouver. C'est pas un déclassement? Non, c'est pas un déclassement. C'est une orientation avec le partenaire. Désormais, nous serons à 317. Je précise encore, pour ceux qui nous regardent de hors le Cameroun, que c'est dès le 14 novembre 2023. Sur ce, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Merci d'avoir largement contribué à ce qui était dit sur ce plateau. Quant à nous, bien évidemment, nous vous retrouvons sur les mêmes antennes, très certainement avec le même plaisir et surtout le même bonheur. Bien le bonsoir.